Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et surtout cette analyse sur l'épisode 2 de la saison 3 de Westworld, un épisode centré sur Maeve et Bernard. Et même si j'étais très intéressé par découvrir ce qu'il advenait de Maeve, eh bien je veux dire que j'ai été un petit peu frustré de n'avoir absolument aucune nouvelle de Dolores et surtout de son plan dont je suis assez curieux de voir le déroulement. Les passages de Maeve dans le pseudo-monde de Warworld rappelaient clairement le film Le Jour de la Marmotte avec Bill Murray, mais ce qui était intéressant dans la structure du récit, c'était surtout l'effet de superposition des couches de simulation. En effet, cette notion de superposition se retrouve dans une partie des doubles références qu'on retrouve dans le titre de cet épisode, The Winter Line, qu'on peut traduire littéralement par la ligne de l'hiver, et qui recouvre donc, comme je vous le disais, deux choses distinctes. D'une part, et pour commencer, une winterline est un phénomène météorologique de réfraction des rayons du soleil qui viennent créer comme un second horizon qui se superpose au premier dans certaines conditions très particulières. Et d'autre part, la Winterline correspond à ce qu'on appelle la ligne Gustave, ces fortifications qui devaient ralentir la progression des Alliés dans leur attaque de l'Italie associée à l'Allemagne nazie. Comme vous l'aurez compris sans doute, le phénomène de double horizon est à rapprocher de celui de simulation à l'intérieur d'une simulation, un peu en format gigogne, et c'est exactement ce qu'évoquait l'ami de Liam dans le premier épisode, souvenez-vous. Et il faut bien dire que dans cet épisode 2, on avait même une simulation de simulation de simulation, avec un nombre de niveaux qui dépend un petit peu de la façon dont vous voulez décompter, mais je vais vous décortiquer ça. Le premier niveau, c'est celui de ce village italien occupé par les troupes allemandes durant la Deuxième Guerre mondiale. Tous les personnages sont persuadés de la réalité de cette situation, notamment Hector, rebaptisé pour l'occasion Vittore. Le deuxième niveau de simulation est celui de Lee Sizemore, persuadé d'être dans la Mesa et d'avoir repris son poste en charge des narrations après avoir survécu au tir des forces de sécurité du parc. Le troisième niveau correspond au programme dans lequel Maeve prend conscience qu'elle est enfermée, une cage qu'il faut briser pour enfin atteindre le quatrième niveau, celui du réel dans lequel son unité de contrôle est connectée à un ordinateur. Dans ce pseudo Warworld, justement, tout se passe trop facilement, avec peut-être l'ébauche d'un discours méta sur les films de guerre un peu naïfs, par exemple lorsque Maeve et Vittore parviennent à traverser la place sans attirer l'attention d'un seul soldat allemand. Heureusement, le premier indice qui permet a priori aux spectateurs un peu aguerris de se rendre compte que quelque chose cloche, c'est que les pouvoirs de Maeve ne font absolument plus effet. Dans ce contexte carrément louche, ce qui induit Maeve en erreur, ce sont principalement ses émotions, d'abord son amour pour Hector, puis son affection pour Lee. Et pour ce qui est de l'intérêt d'envoyer Bernard vers les parcs à ce moment-là, c'est justement pour donner l'illusion aux spectateurs qu'il y a une unité de temps et de lieu entre les deux personnages, et que Bernard pourrait parvenir à retrouver Maeve sur place. Par ailleurs, et même si on peut dire que c'est carrément anecdotique, le périple de notre cher Bernard nous permet d'avoir la confirmation de ce qu'on avait appris indirectement durant la saison 2 de la série, à savoir que les différents parcs de Delos, et notamment Westworld, sont bel et bien situés dans le sud de la mer de Chine. Lorsque Bernard passe par l'église, il faut savoir que le décor a souffert d'un véritable incendie en Californie fin 2018. Ce retour aux sources permet de revisiter certains souvenirs douloureux et de rappeler quelques scènes marquantes aux spectateurs, notamment la mort de Teresa Cullen dans l'atelier caché de la maison de Ford et la fameuse porte que Bernard ne pouvait pas voir. La collection d'anciens Bernard et la musique nous plonge dans une ambiance pesante avec un petit jumpscare lorsque Stubbs se met à bouger. Tout ce qui concerne Stubbs me laisse un peu dubitatif et je me demande si on peut y voir une dernière influence de Ford. Après tout, le chef de la sécurité ne sait-il pas que les unités de contrôle des autres résistent aux balles? Et justement, la scène de Stubbs qui recrache une balle serait-elle là uniquement pour nous le rappeler et nous mettre subtilement sur la voie de cette incohérence? En effet, si Stubbs avait vraiment voulu en finir, pourquoi ne pas le faire avec la perceuse que Maeve saisit plus tard par exemple? On peut y ajouter le fait que la scène soit parfois filmée au travers d'un grillage qui ajoute à l'idée de privation de liberté, et on remarque encore un peu de la présence de Ford au travers du squelette robotique du fameux chien préféré de son enfance. Revenons à Maeve justement, elle est soignée mais la simulation ignore bien sûr sa relation avec Félix qui, du coup, ne réagit à aucun de ces signaux, de même que Sylvestre plus tard qui appelle la sécurité. Avec l'introduction de Lee Sizemore qui aurait donc survécu au bal des gardiens du parc et qui serait resté un peu exprès pour Maeve en la faisant installer dans un parc spécialement proche de l'endroit où se trouve la forge, on a une belle illustration de la façon dont cette simulation, ou ceux qui la créent plutôt la génèrent, joue avec les sentiments de Maeve pour perturber son jugement. D'autant plus que dans la réalité du terrain des parcs, il serait
serait impossible de passer aussi facilement à cheval d'un parc à l'autre, cela briserait carrément l'immersion des clients. Dans la forge, Lee cherche à savoir comment Maeve aurait envoyé les autres vers le sublime et on comprend alors ce que recherchent ceux qui contrôlent la simulation. Comme à chaque épisode ou presque, puisqu'il s'agit d'une inspiration récurrente de la série, ces mondes simulés nous renvoient directement aux idées gnostiques et en particulier l'une de leurs plus célèbres déclinaisons avec Matrix, référence qui devient encore plus évidente avec la scène des balles figées ou extrêmement ralenties. On pense aussi aux scènes de Quicksilver dans X-Men Days of Future Past. Et comme souvent dans l'écriture de Westworld, ce parcours croisé de Maeve et Bernard est assez intelligemment fait, avec la découverte quasiment simultanée de l'absence de Maeve de la Mesa et donc de l'univers de Westworld. Même si Maeve ne dispose d'aucun de ses pouvoirs, elle conserve son intelligence poussée au maximum, ce qui lui permet de détecter rapidement les failles d'une simulation certes élégante, mais fondamentalement imparfaite, puisque d'après elle, la stupidité des humains n'est dépassée que par leur indolence. Concernant son utilisation de la racine carré de -1 pour surcharger le système, on peut reprendre la citation de Gottfried Wilhelm von Leibniz. L'esprit divin s'est manifesté de façon sublime dans cette merveille de l'analyse, ce prodige d'un monde idéal, cet intermédiaire entre l'être et le non-être que nous appelons la racine imaginaire de l'unité négative. Pendant ce temps, dans le monde réel, Bernard passe par les coulisses du Parc 4 avec ses techniciens qui attendent de savoir s'ils sont virés et surtout un prétexte pour presque donner corps à un délire d'internet selon lequel Game of Thrones ne serait qu'un parc de Westworld. On retrouve donc Daniel Weiss et David Benioff, les showrunners et scénaristes de Game of Thrones, en mode technicien qui prévoit de découper Drogon à la tronçonneuse pour en revendre les pièces à une start-up du Costa Rica. Et là, aucun doute à avoir, il s'agit d'un nouveau clin d'œil, mais plus encore d'un clin d'œil à l'intérieur du clin d'œil, tout comme il y a une simulation à l'intérieur de la simulation, etc. Et en l'occurrence, il s'agit d'un clin d'œil à Jurassic Park, qui était situé sur une île au large du Costa Rica. Et donc les deux techniciens là, eh bien, ils veulent découper Drogon en morceaux pour l'envoyer devenir un dinosaure. Et le lien, c'est aussi que Michael Crichton est celui qui a écrit Jurassic Park, le roman, et qui a aussi réalisé le film Westworld, dont la série est dérivée, bien sûr. Et si on voulait pousser un peu plus sur le côté méta de cette référence, et si on avait l'esprit un peu taquin, voire chafouin, après cette saison 8 de Game of Thrones, on pourrait éventuellement voir dans cette scène que les deux scénaristes et showrunners sont encore prêts à massacrer l'histoire de Game of Thrones, mais je vous laisse libre d'arriver à vos propres conclusions. Ce qui est sûr, c'est que Jonathan Nolan est très à l'écoute de ce qui se dit sur internet, la preuve, et je suppose que ce clin d'œil ravira pas mal de monde. Quant à mon point de vue personnel sur tout ça, je dois dire qu'il est relativement mitigé, puisque même si je reconnais l'intelligence qu'il y a dans ce clin d'œil, avec la cohérence du fait que HBO soit derrière les deux séries, Westworld et Game of Thrones, eh bien je trouve que ça vient fragiliser la suspension consentie d'incrédulité qui nous permet de vraiment nous investir en croyant à ce que l'on voit, et du coup je n'ai pas vraiment pu prendre cette séquence au sérieux, et pas vraiment ce qu'il y avait autour non plus, ça m'a gêné. Ensuite, Bernard utilise un terminal qu'il considère comme propre pour s'assurer que son code n'a pas été corrompu par Dolores sur fond de générique de Westworld en mode médiéval pour pousser la blague méta jusqu'au bout. Toute cette mise en place aboutit aux affrontements entre Stubbs et les gardes, mais là, de mon point de vue, on a vraiment quelque chose de mal pensé et qui ne fonctionne pas dans cet épisode. Le problème pour moi avec cette scène, c'est qu'il s'agit de l'action pour de l'action, ce qui n'a aucun intérêt en soi. En effet, une scène d'action doit impliquer des personnages porteurs d'enjeux émotionnels ou au moins faire avancer l'intrigue. Ici, on assiste juste à une distraction dénuée de cohérence. Et oui, étant donné le massacre qui a eu lieu quelques semaines auparavant, les gardes de la Mesa devraient être au taquet et tués à vue, et pourquoi n'ont-ils toujours pas de casque? Du côté de Bernard, le rappel de ses souvenirs concernant ses interactions avec Alores semble également un peu superflu, mais on comprend plus tard qu'il s'agit d'un moyen pas très subtil pour le mettre sur la piste de Liam Dempsey. Du côté de Maeve, peu de suspense après la révélation de la simulation en gigogne, elle parvient à générer un bug et invite Hector à s'épargner le voyage en enfer, sous-entendant ainsi qu'il s'y trouve sans doute déjà. Alors que Lee Sizemore s'indignait du plagiat, on peut apercevoir derrière lui une taverne du papillon, c'est écrit en italien, ce qui correspond au nom du Saloon Mariposa de Westworld. La scène des balles en suspension est visuellement très bien rendue et on dit sans doute adieu pour de bon cette fois à ce sacré Lee Sizemore et peut-être même à Hector, au moins dans sa dernière scène, Lee Sizemore récupère la fille dans ses bras, voilà peut-être quelque chose qu'il aurait pu écrire lui-même. Et Maeve parvient donc à localiser sa propre unité de contrôle, numérotée HC 1983012522, et si vous vous interrogiez sur une signification éventuelle,
A priori, ce serait juste inspiré par la date de naissance de la petite amie du gars qui s'occupe du design et de l'animation sur les fameuses tablettes de contrôle des hôtes. Oui, je sais, je pousse parfois les recherches un poil trop loin. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette scène, mais personnellement j'étais à fond pour le drone dont Maeve prend contrôle à distance. Et puis d'ailleurs, je vais aussi prendre contrôle de votre conscience à distance pour vous faire vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Quelquefois, il faut prendre des mesures extrêmes, que vous voulez-vous. Mais en tout cas, c'était plutôt intéressant avec cette disparition un petit peu entre la réalité et cette fois-ci un peu une ambiance jeu vidéo, ce qui amène à se poser aussi quelques questions. Il me semble que par cet exemple, on peut prendre conscience du véritable risque de déshumanisation lorsque les armes contrôlées à distance se généraliseront, ce qui est déjà le cas avec les drones militaires qui tuent par télécommande. Et tuer des gens en face à face, c'est déjà déshumanisant, certes, mais le faire via une machine et de loin ajoute une froideur que je trouve encore plus effrayante. Quoi qu'il en soit, de mon côté, je garderai une petite pensée émue pour ce drone de maintenance criblé de balles sur le sol de ce jardin qui entoure l'endroit où l'unité centrale de Maeve était conservée dans cette simulation, et on peut peut-être là toucher du doigt ce qui fait une des forces de Westworld, en tout cas de mon point de vue, et peut-être aussi une barrière pour celles et ceux qui ne parviennent pas à entrer dans la série. En effet, pour moi, que ce soit Maeve, Dolores ou encore Bernard, il s'agit là de personnages pour lesquels je peux véritablement m'investir émotionnellement, autant ou même plus que pour certains êtres humains, alors que certains spectateurs me disent qu'ils ont du mal puisque ce sont des robots. Du côté de Bernard, le plus humain des autres puisqu'il reste bâti sur le modèle d'Arnold, on a un comportement très fordien quand il décide de modifier la directive centrale d'Ashley Stubbs, d'abord pour l'empêcher de se suicider certes, mais aussi pour s'assurer un garde du corps totalement dévoué. Mais revenons à Maeve qui s'éveille à nouveau, cette fois dans l'impressionnante villa de Serac, et sur Reddit un certain Aaron a remarqué le parallèle entre les scènes de miroir de Dolores en épisode 1 et Maeve ici. On retrouve la notion de noir et blanc avec les robes, mais aussi le pourtour des miroirs, blanc pour Dolores, noir pour Maeve, qui viennent nous rappeler qu'il s'agit d'opposés complémentaires et pas d'une version simpliste méchant contre gentil. On retrouve noir et blanc liés dans la représentation du système Rehoboam lui-même. La végétation dans la villa de Serac pourrait évoquer une sorte d'Éden artificiel, à moins que ce ne soit une copie construite par Serac, l'incarnation même de l'humain ayant déjà croqué la pomme de la connaissance et se prenant pour Dieu. En effet, il semble assez clair que Serac souffre d'un complexe divin qu'il partage a priori avec Dolores. Que Serac soit le serpent ou Dieu, peu importe à la limite, puisqu'on sait depuis longtemps que le nom de Maeve comprend aussi celui d'Ève, et le personnage de Serac interprété par Vincent Cassel essaie la manière douce avant de démontrer à Maeve qu'il peut tout aussi facilement la contraindre. Et ce Serac se voit comme bien plus qu'un oracle puisqu'il travaille à définir le futur de l'humanité grâce à Rehoboam, qui l'aurait conçu en partenariat avec le père de Liam Dempsey, visible a priori dans la fausse publicité Insight. On apprend que si la tendance actuelle se poursuivait, il n'y aurait pas de futur pour l'humanité. Une humanité pour laquelle Serac n'a aucune considération, il en parle clairement comme d'un groupe dont il ne fait pas partie, une misérable bande de brutes trébuchant d'une catastrophe à une autre. Mais voilà, il y a un petit grain de sable dans ce véritable plan de démiurge pour contrôler le monde, et il s'agit de Dolores, une Dolores que Serac veut envoyer Maeve tuer. De mon point de vue, cet échange était vraiment passionnant, tout du moins jusqu'à la piètre tentative de Maeve de poignarder Serac. Franchement, c'était maladroit et indigne d'une androïde supposée être surdouée en manipulation et dotée d'un intellect de génie. Et peut-être que vous aussi, comme moi, vous vous êtes fait la réflexion que ce contrôle démontré par Serac, avec son espèce de petite télécommande là, était quand même nettement moins subtile, moins élégante que celle dont Ford avait fait la preuve en première saison, alors qu'il pouvait paralyser le monde autour de lui d'un simple mouvement du doigt. Et si vous n'êtes pas encore rodé à ces vidéos, sachez que les t-shirts, souvent géniaux, il faut quand même l'admettre, que je porte, eh bien vous pouvez les retrouver en lien en description de la vidéo. Pensez à laisser un petit pouce en l'air, ça aide toujours, et puis à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce début de saison 3. Est-ce que ça part bien? Est-ce que c'est dans la continuité des deux précédentes? Est-ce que c'est trop différent? En tout cas, j'attends vos avis. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et bien sûr, restez chez vous et prenez soin de vous. Salut!